Chers amis, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas donné de quoi vous occuper avec les vidéos entre un espion et un historien. Et ben voilà, nous sommes de retour. André Kozovoy, l'historien, qui vient de publier une trentaine de livres chez tous les éditeurs réunis en France, et Sergei Jordov. Voilà. Donc il y a deux livres qui viennent de sortir, Égérie rouge et la chute de l'Union soviétique. Plus, je crois que il n'y a pas eu de réédition de tes anciens livres. Alors ça, c'est une réédition. Ok. Une réédition poche, donc au tarif défiant toute concurrence, n'est-ce pas, de 9 euros. Et c'est une édition enrichie parce que vous avez devant, à l'intérieur, vous avez un avant-propos consacré à la mort de Gorbatchev, comme vous le savez, qui nous a quittés récemment. Et puis surtout, un dernier chapitre, une postface assez longue sur ce qui est devenu, ce que sont devenues les anciennes républiques soviétiques après 91 et les relations de la Russie avec son étranger proche, entre guillemets, ce qui nous permet de comprendre bien sûr l'actualité. Voilà. Mais le plus important, c'est ça. Mhm. C'est ça, et j'espère que je vais en parler dans des émissions qui vont être programmées courant mai. Je vous tiendrai informé et vous entendrez parler des égéries rouges, qui est un sujet qui parle essentiellement du 19e siècle, mais qui résonne énormément avec l'actualité. On retrouve beaucoup de choses dans cette Russie des tsars qu'on a aujourd'hui dans la Russie de Poutine. Mhm. Tu l'as présenté déjà, déjà sur LCI, je crois, récemment. Voilà, le premier c'était, oui, il me semble que c'était LCI où il y avait quelque chose juste avant. Il y a une petite note qui est parue dans un journal qui m'est cher, qui est le Canard enchaîné, voilà, qui m'a fait l'honneur d'une note de lecture. Et autrement, il y aura un historiquement chaud avec Jean-Christophe Buisson, Mhm. une émission que vous connaissez certainement, et puis il y aura d'autres choses, il y aura sans doute France Info TV, voilà, etc., etc. Mhm. On va en parler parce que c'est vrai que c'est un bouquin qui brasse assez large et qui s'attaque à un sujet qui est très difficile, hein, les femmes dans la Révolution russe, mais encore une fois avec un écho dans l'actualité qui le rend très actuel, je pense. Tu en parles desquelles, des femmes dans la Révolution rouge? En gros, en deux mots. En deux mots, oui. En deux mots, écoutez, il y a des femmes connues et pas du tout connues. Voilà. On commence dans les années 1860 avec des inconnus, avec une femme qui s'appelle Maria Bogdanova, qui est une étudiante, une auditrice libre de l'Université de Saint-Pétersbourg. Et on termine évidemment avec l'incontournable Alexandra Kollontai, qui est la première femme diplomate, ministre des Affaires étrangères. Le mot est un peu grand, elle est ambassadrice, première ambassadrice de l'histoire, et qui a beaucoup travaillé avec Staline et qui a beaucoup contribué peut-être sans vraiment le vouloir, à la Grande Terreur et aux crimes staliniens. Comment elle a terminé d'ailleurs? Alors, ce qui est intéressant avec Kollontai, c'est qu'elle, elle a vécu une longue vie, hein. Elle n'a pas été en très bonne santé à la fin de sa vie. Elle se déplaçait qu'en fauteuil roulant. Mais elle a eu très, très peur pendant longtemps de devenir elle-même victime de la Grande Terreur. Beaucoup de ses amis, dont son ancien amant, n'est-ce pas, le fameux matelot, a été torturé et exécuté. Elle a craint pour sa vie et elle a tenté à la fin de sa vie elle a fait promettre au régime de publier ses mémoires et ses écrits après sa mort, ce que le régime a fait finalement, mais de manière très imparfaite. Beaucoup plus tard, hein, il a fallu attendre 2001 pour voir la publication très incomplète de ces documents, des documents de ses notes diplomatiques. Elle était diplomate, je le rappelle. Elle est morte encore une fois de sa belle mort, comme on dit, voilà. Et elle a disparu. Mais encore une fois, son histoire a été réécrite. C'est ça qui rend cette enquête, parce que c'est un livre d'enquête aussi très intéressant, réécrite. Et puis, elle a énormément écrit et publié. Donc, on a l'embarras du choix pour ce qui est du choix des sélections des documents. Mhm. Et avec André, on a battu encore un record parce qu'après son passage sur le CI avec ses livres, on a occupé les quatre quatre premières places dans les services secrets sur Amazon avec nos livres à nous, donc dont trois à lui et un à moi.
Ouais, c'est ce qu'on appelle vraiment squatter les premières places, quoi. C'est ça. Mais Sergueï, tu es revenu très vite. Tu es revenu très vite à la première place. Tu m'as très très vite Tu sais, détrôné, ce qui. tu sais pourquoi je suis revenu? Parce que moi, j'ai rien fait. Mais comme il y a François Varou qui a, avec Édition Mareuil, qui a fait une réédition de sa biographie. Donc, du coup, bah, il y a notre livre KGB DGSE, Deux espions face à face, qui est revenu. Et derrière, en fait, il y a toute la brébambelle d'autres livres qui sont revenus. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais, non, non, mais je te souhaite vraiment de continuer comme ça et que tu battes tous les records du livre de Guinness des records pour la réédition et les nouveaux tirages. Merci, merci beaucoup. Pour l'instant, j'ai rien à proposer parce qu'en fait, mon prochain livre ne va sortir que dans 2 semaines ou 3 semaines. Une fois lorsqu'il sera sorti, bah, à ce moment-là, je parlerai. On fera aussi une petite émission de promotion ou d'information sur ma publication à moi. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, ce qui m'a donné envie de faire un nouvel épisode, ce sera, je crois, le 7e de notre dialogue, c'est cette histoire incroyable de cette femme que l'on connaissait jusqu'à récemment sous son pseudonyme de Dievouchka Donbass, la jeune fille du Donbass, qui est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a des dizaines, des milliers d'abonnés sur Telegram, Twitter, YouTube. Elle a plusieurs vidéos. Elle invite des grands noms des journalistes américains anti-Ukraine, il faut le souligner. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le sens de la ligne du Kremlin, hein, et qui était assez populaire, il faut le dire, jusqu'à récemment. Donc, elle se présentait comme une femme d'origine ukrainienne qui a. Alors après, elle a un peu changé sa biographie, donc elle serait née en Russie, qu'elle serait venue aux États-Unis plus tard, étant adolescente. Alors elle parlait, quand elle parlait, elle imitait à l'accent russe. On avait l'impression d'entendre Fedorovski, n'est-ce pas? Voilà. Et donc voilà. Comprenez-vous, cher ami? Chez l'ami, voilà. Et donc récemment, elle a aussi diffusé les fameux documents que l'on doit à notre nouveau Edward Snowden? Snowden, n'est-ce pas? Que tu connais bien. Monsieur Texera, Jack Texera, qui a diffusé donc ces documents, on le sait depuis janvier maintenant, mais qui ont été découverts que récemment, divulgués récemment, les Pentagon Papers, les papiers du Pentagone. Et donc, elle a aussi participé à la diffusion de ces documents. Et là, on apprend, il y a quelques jours, qu'en réalité, cette Russe du Donbass n'est pas du tout russe, qu'elle ne s'appelle pas Mila, comme elle se présentait, mais en réalité, son nom est Sarah Bils, B-I-L-S, et que c'est une ancienne militaire qui avait travaillé sur une île pas loin de Seattle, qu'elle a aussi eu un magasin, je n'ai pas bien compris si c'était pendant son service ou après, où elle vendait, tenez-vous bien, des poissons tropicaux et des produits importés de Pologne. Donc elle faisait du commerce de gros, demi-gros, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Et puis à ses heures perdues, elle faisait de la désinformation. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Elle s'occupait de désinformation et c'est elle, on le pense, avec quasiment une certitude, parce que c'est Bellingcat qui nous l'apprend, qui aurait trafiqué l'un des documents divulgués par ce Texera en inversant les chiffres des morts ukrainiens et russes, en mettant le nombre le plus important de victimes côté ukrainien et donc en mettant les Russes en dessous pour dire que, vous voyez, les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre. Voilà. Oui, Et c'est donc, passionnant. C'est passionnant ces histoires, hein. C'est extraordinaire. incroyable. Il y a une enquête qui a été menée, c'est une vieille vidéo qu'il a trahi en fait. Elle avait fait une vidéo, si j'ai bien compris, quelque part en juin 2020, où on voyait son intérieur, on voyait son appartement et elle se présentait sous son vrai nom. Après, cette vidéo a disparu, elle a été effacée, mais les enquêteurs de NAFO, hein, de North Atlantic, donc c'est une parodie de l'OTAN en fait, Fellow Treaty, qui est une organisation ukrainienne pour débusquer les désinformateurs et les propagandistes du Kremlin, ont découvert sa véritable identité. Ce qui nous amène encore une fois à ce sujet qui est passionnant mais extrêmement complexe et vaste, qui est la désinformation. Dans lequel on baigne depuis bah, déjà le début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire en 2014.
On y baignait déjà avant, puisqu'il y a eu les tentatives d'influencer les élections présidentielles américaines en 2016-2017, les élections françaises en 2017, et bien avant, avec la fameuse fabrique de trolls de Prigojine à Saint-Pétersbourg, etc., etc. Mais là, ce qui m'étonne dans cette histoire, en fait, cette histoire est passionnante, parce qu'il y a beaucoup de gens en France, il faut bien le dire, qui tombent dans le panneau de ces pseudo-authentiques venus de l'Ukraine, venus du terrain, comme Anne-Marie Lauriel, enfin, une pseudo-journaliste, enfin une vraie journaliste, parce qu'elle était une vraie journaliste, hein, mais qui est partie en Ukraine sans parler le russe ni sans parler l'ukrainien, et après qui se présente en défenseur de la cause poutinienne, en disant que ce sont les Ukrainiens qui ont tout provoqué la guerre, que Poutine n'a jamais attaqué l'Ukraine, que ce sont les Ukrainiens qui bombardaient les civils, que ce sont les Ukrainiens qui tuaient les enfants, etc., etc. Et finalement, lorsqu'il y a une telle révélation, eh ben enfin, on est servi. Et puis, bah, finalement, ça leur retombe sur la figure. Ouais, parce que quand on parle de désinformation, donc il faut bien comprendre que c'est l'usage de l'information qui est détournée, l'information détournée, qui est, si besoin, on utilise des documents qui sont fabriqués ou modifiés. Là, il s'agissait pour cette Sarah Bills d'un montage Photoshop apparemment assez grossier, hein, on a vite découvert en fait. Et après, donc, ça peut être des opérations qui sont montées par les services secrets, hein, en l'occurrence russes, mais il faut toujours choisir quelqu'un qui est susceptible d'adhérer au discours russe à l'origine. Donc, cette Sarah Bills, on sait assez peu de choses sur elle pour l'instant. On sait qu'elle a été, là, elle a été arrêtée. Et donc, il y a une enquête qui est menée sur elle par le département de la justice américain. Donc, on va en apprendre plus un peu d'ici quelques temps, quoi. Tout ce que l'on sait jusqu'ici, c'est qu'elle avait une certaine tendance à être mythomane, à inventer des choses. Elle a par exemple dit qu'elle avait été mise à pied, mise à la porte par, par son ancien employeur, la marine américaine, parce qu'elle avait des opinions politiques de gauche qui déplaisaient à sa hiérarchie. Alors on a appris que c'était tout à fait faux. C'est sa mère qui a dit qu'en fait elle avait une tendance à la mythomanie, c'est-à-dire elle avait cette tendance à un usage pathologique du mensonge. Voilà. Déjà, ensuite, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. On va peut-être en parler, notamment les idées anti-américaines, hein, qui font que beaucoup de gens vont être susceptibles d'adhérer au discours du Kremlin. Pas anti-américanisme. On sait que la France, c'est un pays qui est quand même à une étude de cas extraordinaire à ce niveau-là. Bah, ce qui me plaît dans cette histoire, tu sais, c'est que en fait, pendant tous les dernières interviews après ces leaks, on m'a posé la question comment, à mon avis, ces documents se sont retrouvés sur Net, et est-ce que c'était une opération secrète de Kremlin, des services spéciaux de Russie, ou est-ce que c'était par un autre moyen? Et mon avis d'expert était que les Russes, en réalité, n'avaient très peu d'éléments dans ces leaks, parce que déjà, les documents qui ont fuité, souvent étaient anti-russes en quelque sorte, parce que par exemple, on publie un rapport d'analyse comme quoi les services américains ont énormément de sources à l'intérieur de tous les services secrets russes, au Kremlin, etc. Donc en fait, ce n'est pas à l'avantage des services russes. Et je vois mal le FSB, la GRU ou le SVR nous publier ce document. Et donc, moi, j'ai émis l'hypothèse comme quoi c'est un vrai militaire qui travaille au Pentagone, qui a accès à quelques documents secrets, mais qui déteste soit Biden, soit l'administration actuelle, qui soit est un sympathisant du président Trump, de l'ancien président Trump, ou sympathisant de Poutine. Et finalement, le profil de ce jeune correspond à peu près à ce que j'ai ressenti avec mon expertise d'ancien officier supérieur du KGB. Oui, là, on pense par exemple à des gens qu'elle avait invité, cette Dievojka Donbass, hein, cette jeune fille du Donbass, dans
il y a sa chaîne YouTube qui n'a pas encore été fermée, contrairement à son compte Twitter qui a été fermé. Il y a un type qui s'appelle Scott Ritter, hein, qui est très connu aux États-Unis et beaucoup moins en France, R-I-T-E-R, qui est un ancien officier du renseignement des Marines américains, voilà, qui a beaucoup travaillé dans le domaine du renseignement et aussi de la propagande et de la désinformation, et qui a été aussi, et ça le discrédite évidemment à nos yeux, qui a été condamné pour des faits de pédophilie. Hein, c'est un sex offender en anglais. Ok. Et qui apparaît souvent dans ces chaînes de désinformation pro-Kremlin, en fait, ce Scott Ritter. Parce qu'il a un peu la voix, si vous voulez, du renseignement. Hein. C'est un type qui a une longue expérience et une compétence dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la désinformation, côté américain, ce Scott Ritter. Beaucoup plus qu'un type qu'elle a aussi invité, qui s'appelle Jackson Hinkle, Hinkle, qui est un grand ami du journaliste Tucker Carlson, le présentateur de Fox News, et qui se présente, ce Jackson Hinkle, comme l'homme le plus censuré sur YouTube. Voilà. Et lui, c'est un YouTuber, hein, c'est un influenceur, ni plus ni moins, là, contrairement à un technicien, un spécialiste tel que Ritter, si vous voulez. Ce que je voulais dire par rapport à ton idée que ça ne pouvait pas être les Russes, que penses-tu de cela? Là, c'est l'historien du renseignement qui parle. Il faut rappeler déjà que les Russes ont une énorme expérience dans le domaine de la propagande et de la désinformation, que depuis la fin des années 50, en fait, on a vu apparaître au sein du KGB un département spécialement dédié à la désinformation, qu'on appelait la DESA en russe. Ce département de la désinformation qui est devenu, dans les années 60, le service A, que tu connais bien. Voilà. Service A spécialement dédié à ce qu'on a appelé, dans le jargon du renseignement russe, les mesures actives. Mesures actives qui regroupaient un vaste panel d'opérations qui n'étaient pas du renseignement classique. Le renseignement classique, c'est-à-dire la collecte d'informations, c'est un peu passif. On va dire ça, c'est la fonction primaire du renseignement. Et la deuxième fonction dans laquelle les Russes se sont spécialisés à l'époque soviétique était justement ces mesures actives. Et dans ces mesures actives, on avait la DESA, on avait la désinformation. Et je crois que les Soviétiques étaient le premier pays avec les États-Unis et la Chine, le premier pays à investir massivement dans la désinformation. Qui avait un service de désinformation le plus élaboré, le plus développé, le plus influent aussi, qui s'appuyait sur un vaste réseau de sympathisants, pas forcément communistes, encore une fois, ça pouvait souvent être des journalistes de gauche qui se laissaient berner, souvent on était des informateurs, comme on dit, à l'insu de son plein gré, comme on disait à l'époque. Et donc les gens ne savaient pas toujours qu'ils désinformaient. On les intoxiquait avec des fausses informations, des faux documents, etc. Souvent, encore une fois, des journalistes. Et cette désinformation, pourquoi elle fonctionnait? Parce que c'était souvent un mélange de vrai et de faux, comme la propagande d'ailleurs. Donc est-ce que le fait de modifier un seul document parmi ceux qui ont fuité, il y a au moins un seul, peut-être qu'il y en a un autre concernant le prétendu complot dont tu pourrais nous parler de Patrouchev et de Gerasimov, hein, comme quoi il y aurait eu un complot visant à faire capoter l'opération militaire spéciale en la faisant démarrer début mars, au moment où, roulement de tambour, Poutine devait avoir sa chimio. Et là, on a appris qu'il était effectivement malade du cancer. Donc, mélange de vrai et de faux. On a des vrais documents authentique, et puis dedans se glisse un faux document et qu'on peut avaler plus facilement. Qu'est-ce que tu en penses de cette théorie-là? C'est pas une théorie, c'est de la pratique réelle, et d'ailleurs c'est la pratique qui marche le mieux, parce que quand on fabrique un faux à 100%, ça ne marche pas du tout. Parce que très rapidement, les gens, même qui veulent tomber entre guillemets dans le panneau de ces informations, comprennent qu'ils ont été abusés, que ça ne correspond à aucune réalité, surtout dans le monde actuel où on est quand même très lié, où on a le réflexe, hein, maintenant avec le smartphone, dès qu'on a un doute, on est sur Wikipédia en train de vérifier le nom, etc., etc. Et donc, à l'époque où moi j'ai été à l'école du KGB et on a parlé d'action active, on nous a expliqué qu'en fait, un bon mensonge, c'est un mensonge qui est composé de 95% de vérité et de 5% de mensonge.
Ça veut dire que, en gros, il faut quasiment que tout soit vérifiable et tout soit vrai. Et à ce moment-là, et si tu insères quelque chose de faux, ça va être mangé tout cru et personne n'y verra que du feu. Parce que justement, en fait, les gens, en gros, ils vont vérifier trois faits. Il y a le principe, d'ailleurs, qui après s'est révélé euh, fonctionnant aussi sur Internet, c'est le principe de trois clics. Au-delà de trois clics, les gens ne vont pas chercher quoi que ce soit. Donc, si au bout de trois recherches de vérification, ils trouvent que les choses qu'ils cherchent sont vraies, donc pour eux, le reste devient automatiquement vrai. Et donc ça, c'est utilisé par les bons services actions. Et d'ailleurs, en fait, l'Union soviétique, pour rajouter à ce que tu as dit, il faudra bien préciser que l'Union soviétique avait plusieurs directions en fait, de mesures actives et de propagande et de désinformation. C'est-à-dire qu'ils avaient d'abord les journaux officiels, la Pravda, les Izvestia, etc. Ils avaient les médias en langue étrangère. Il y avait Radio Moscou en quasiment une dizaine ou une quinzaine de langues qui diffusaient en ondes de course sur le monde entier. Après, il y avait l'agence de presse Novosti qui publiait un certain nombre de fascicules où il racontait tout simplement le côté positif de l'expérience soviétique. Ça veut dire, en fait, ils oubliaient tout ce qui ne marchait pas et ils racontaient que tout était beau, joli et extraordinaire en Union soviétique. Et ça a été distribué soit par les partis communistes, soit par les sympathisants de gauche, soit tout simplement dans les consulats, dans les associations culturelles, etc. Et puis après, il y avait donc le département des mesures actives. Et tu sais, comme tu l'as dit déjà, tu as commencé à mentionner, en fait, on fabriquait un mensonge, on fabriquait un excellent mensonge avec un tout petit, en fait, c'est une vérité avec un tout petit peu de mensonge dans un but précis. Et puis après, comme vecteur, il y avait deux possibilités. Soit on le faisait fuiter à un journaliste de préférence de droite ou de l'extrême droite. Ça veut dire que c'est celui qui n'était absolument pas estampillé Kremlin, rouge, communisme, etc. Et qui, s'il y avait la possibilité de faire passer dans un média officiel tel le Figaro, je ne sais pas, un truc sérieux, très sérieux, le soir en Belgique ou dans un magazine, dans les publications comme ça. Ou sinon, il y avait une deuxième possibilité. On prenait un journaliste qui était en déperdition professionnelle, on lui donnait de l'argent et il ouvrait une sorte de canard avec de l'argent du KGB, mais c'est lui qui l'ouvrait en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Espagne, ailleurs, dans un pays capitaliste. Enfin, à cette époque-là, c'était le monde capitaliste qui était le vrai ennemi, le principal ennemi. Et donc, toutes les publications qui venaient, qui sortaient de cet organisme de presse était un organisme de presse occidental. Et après, il y avait les agences officielles du URSS qui reprenaient ces publications. Donc, il y a TASS qui citait un canard, disons, anglais, soi-disant anglais. Et donc, comme ça, on revérifiait, on redonnait de la véracité à un fait qui a été publié chez les capitalistes. Et on disait, vous voyez, c'est pas nous, c'est des capitalistes qui le publient. Donc, ils ne nous aiment pas, donc ils ne peuvent pas nous dire la vérité, le mensonge sur nous, donc ce qu'ils disent, c'est la vérité. Voilà le mécanisme, comment ça a fonctionné du temps de l'Union soviétique. Absolument. À l'époque où n'existait pas Internet, n'existaient pas les réseaux sociaux, hein, c'était le premier principe qui était utilisé. Il fallait publier dans un organe de presse, entre guillemets, neutre, respectable ou presque, on va dire, en tout cas pas directement affilié à l'Union soviétique. Ça pouvait très bien être l'Humanité aussi, hein, évidemment. Mais en France, on trouvait aussi Le Monde, qui parfois se relayait, Le Monde, très respectable, Le Monde, qui relayait des informations assez douteuses finalement d'Union soviétique. Juste pour nos spectateurs, l'une des affaires les plus connues de désinformation, il faut donner des exemples, c'est celle où le KGB a inventé la légende selon laquelle le sida, le virus du sida, eh bien, son origine, c'est un laboratoire de la CIA. C'est la CIA qui, par ses expérimentations, a inventé le sida. Ça a été planté, entre guillemets, dans un périodique indien qui s'appelait, je crois, des Patriots,
en langue anglaise, et qui a été repris ensuite par des organes de presse occidentaux, comme ça se passe bien aujourd'hui avec les tweets qui sont repris sans critique ou les publications diverses et variées qui sont reprises. Parfois, on ne sait pas d'où vient l'information, elle se perd, cette origine. Et il a fallu attendre donc, que Reagan lui-même, le président américain lui-même, dise lors de sa rencontre avec Gorbatchev, il me semble que c'était en 86, la deuxième rencontre avec Gorbatchev, qui dise en aparté, ce serait bien d'arrêter cette opération active là comme quoi la CIA a inventé le virus, a mis en point le virus du VIH. C'est pas bon pour nos relations. Si vous voulez qu'on ait une bonne entente entre nous, il faut arrêter cette histoire. Voilà, et Gorbatchev aurait donné l'ordre à ce moment-là au KGB d'arrêter, de continuer cette opération. Hein. Voilà. Il y a un autre exemple dont je voulais parler rapidement aussi, pour se rendre compte de l'ampleur le KGB. On imagine le KGB comme étant une machine basée à Moscou, à la Loubianka. En réalité, dans les 15 républiques, vous aviez des KGB nationaux qui avaient aussi leur politique de mesures actives et leur des informations propres qu'ils pouvaient mener de manière plus ou moins autonome du centre. Je pense par exemple au KGB d'Ukraine, sur lequel il y a eu un livre qui a été publié avec des documents. À l'époque, on pouvait les consulter aux archives de Kiev. Comme vous le savez, les archives du KGB ont été déclassifiées dans les années 2000. Et donc, on a des exemples d'opérations de désinformation menées par le KGB d'Ukraine pour compromettre, pour noircir la communauté ukrainienne de la diaspora émigrée aux États-Unis et au Canada, pour les présenter comme des racistes. Des nazis. Comme des nazis, comme des racistes. Et qui est tombé dans le panneau? L'organisation des Panthères Noires, les Black Panthers, qui ont cru effectivement que les Ukrainiens émigrés, c'était un ramassis de néo-nazis, de racistes, et qui ont empêché à plusieurs reprises des manifestations anti-soviétiques organisées par ces mêmes Ukrainiens de se tenir à Washington, qui ont perturbé ces manifestations. Donc voilà l'impact que pouvaient avoir ces opérations de désinformation. Ouais. Je vais te corriger juste un tout petit peu parce que tu as dit dans les 15 républiques, il y avait le KGB. En fait, le KGB républicain était dans le 14 républiques, sauf Oui. la Russie, parce que la Russie n'avait pas ni le KGB, ni le parti. Ni le Parti communiste. En fait, c'est toujours les organes centraux et du KGB et du parti qui étaient, soi-disant, qui desservaient la Russie. Mais le reste est parfaitement vrai. Tout à fait, tout à fait. Tu as bien sûr raison. Et voilà, donc l'ampleur de ces opérations est énorme. Et un autre élément que j'aimerais souligner ici, c'est qu'on s'est rendu compte avec grand retard en Occident des efforts, l'investissement soviétique dans ces opérations. On s'est rendu compte, en fait, avec retard, on s'est imaginé qu'il y avait la propagande, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est véhiculée par des organes de presse classiques, par diverses publications à l'étranger, voilà. Il y avait bien sûr des agents d'influence divers et variés, mais ces opérations, ces mesures actives, on n'en avait pas connaissance pendant très longtemps. Il a fallu attendre, en fait, la publication d'un officier du renseignement tchécoslovaque à l'époque, qui s'appelait Ladislav Bitman, B-I-T-M-A-N, qui est devenu transfuge peu après l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 68, l'écrasement du printemps de Prague, qui est passé aux États-Unis, qui a publié un bouquin en 72 et un autre en 85, beaucoup plus complet, sur ces mesures actives, pour qu'on s'en rende compte enfin que ces mesures actives, finalement, dans le travail du KGB, elles étaient plus importantes que le travail de renseignement classique. Je crois que tu serais d'accord avec ça. Absolument, je serais d'accord avec ça parce que justement, en fait, j'ai du mal à faire circuler la compréhension de la chose, comme quoi le service d'espionnage, c'était une toute petite partie du KGB, que le KGB de 420 000 personnes, l'espionnage représentait à peine 10 000 personnes, c'était un petit appendice, et dire que le KGB, avec ce petit appendice, possédait le monde entier, c'était un peu ridicule. Tu étais l'élite de l'élite, la crème de la crème. C'est ça. Il faut bien le dire aussi, nous, on reste avec toi dans le domaine d'objectivité, donc pour pas qu'on nous reproche qu'on présente une chose noire d'un côté et blanc de l'autre côté, il faut bien le dire que, bien évidemment, l'Occident, à cette époque-là, possédait ses propres éléments de propagande ou d'idéologie, de la lutte idéologique. C'était bien une lutte idéologique. Et donc, on peut citer les radios comme La Voix de l'Amérique, la Radio Liberté, la Libre Europe, Die Deutsche Welle, et jusqu'à dans RFI en russe, parce qu'il y avait aussi une rédaction russe de RFI.
Je dirais quand même même si sur le principe, on pourrait presque mettre sur le plan d'égalité ces sources, mais en réalité, on a compris que ces moyens ces médias, ces moyens d'information étaient quand même information. Ils étaient peut-être des moyens d'influence, mais ils n'étaient pas les moyens de propagation de mensonges. Et donc, c'était ça vraiment la différence dans cette lutte. Donc, d'un côté, il y avait l'information, et ça suffisait, tout simplement, il suffisait de raconter la vérité sur les problèmes du RSS, et donc ça compensait en fait le manque de cette information. Et de l'autre côté, bien évidemment, ils inventaient des mensonges. Voilà. Et après, donc encore une fois, il faut bien distinguer entre propagande, information visant à présenter une image positive, en l'occurrence soit de la Russie, soit de l'Union soviétique pour l'époque qui nous intéresse, l'époque de la guerre froide. Et pour le cas de la désinformation, ce n'est pas de la propagande. La désinformation vise à démoraliser, à noircir, à compromettre un ennemi. Et cette désinformation, comme son nom l'indique, elle procède par la fabrication de documents ou le mélange de vrai et de faux en insérant dans une information vraie une petite partie de faux qui va, comme un poison à effet lent, n'est-ce pas, se répandre, être repris par divers organes de presse respectables. Il y aura donc cet argument d'autorité qui va jouer, donc qui va contribuer à l'érosion du système occidental, des démocraties occidentales. Voire même à pousser vers la guerre civile. Hein. C'est-à-dire que c'est mettre le trouble, y compris le trouble à l'ordre public. Ça veut dire d'appeler à l'insurrection, d'appeler à se rebeller contre ces méchants régimes capitalistes qui poursuivent les pauvres travailleurs. Et d'ailleurs, bien évidemment, la perversité de cette désinformation, c'est qu'elle tombait parfois disons, dans le domaine où les gens avaient des doutes, et les doutes étaient réels. Par exemple, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en France avec la réforme de la retraite, on sait très très bien que Emmanuel Macron a présenté un projet contre lequel se prononcent 8 sur 10 Français, et puis il a fait passer avec un article 49.3 de force par le Parlement, et donc les manifestations qui sont dans les rues, c'est les manifestations réelles, mais par les réseaux sociaux, par cette propagande et par la désinformation, les Russes en rajoutent, et en fait, ils poussent les gens à aller quasiment vers la guerre civile. Oui, oui, il y a un terrain qui est propice, et encore une fois, je l'ai dit au début de l'émission, notre épisode, la France constitue un terrain propice à la diffusion de la désinformation russe. À l'époque de la guerre froide, c'était principalement le terreau anti-américain, les sentiments anti-américains d'une partie de la population, le gaullisme, hein, qui avait sa composante anti-américaine très forte. En 1965, lorsque l'OTAN a dû quitter le territoire français, hein, suite à la demande de De Gaulle, et déménager à Bruxelles, le commandement de l'OTAN, évidemment, c'était considéré comme une victoire pour les soviétiques. Et puis plus récemment, effectivement, la mauvaise image du président français et le climat trouble sur le plan social en France, c'est une chance et du pain béni pour le Kremlin. Est-ce qu'il saura l'exploiter? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a des choses qui pourront... Enfin, est-ce que sa désinformation va s'amplifier ou déjà elle a, comment dire, rencontré un effet de seuil parce que finalement, qui s'intéresse à cette information russe? Est-ce que c'est pas des gens qui sont déjà convaincus que l'Ukraine est un pays de néo-nazis et qu'il faut arrêter de la soutenir, etc. Vous voyez, c'est la grande question finalement. Est-ce qu'on peut gagner une guerre uniquement par la désinformation? Je ne crois pas. Je crois que en fait, par le seul mensonge, on ne peut pas gagner, on peut gagner aucune guerre. Mais en revanche, cette désinformation peut participer à un climat qui est un peu insurrectionnel, le climat où les gens ne sont pas contents de leur gouvernant. Et donc, ça peut augmenter, ça peut servir de caisse de résonance en fait pour augmenter le volume de personnes qui vont manifester d'abord pacifiquement, puis de moins en moins pacifiquement, puis après de passer peut-être à des actions qui sont beaucoup plus meurtrières, voire même dangereuses.
Je crois que on va pas, il y a certainement d'autres choses qu'on a prévu, dont on a prévu de parler avec André. Cet américanisme, à mon avis, mériterait peut-être de s'arrêter un peu plus longuement. Et donc, je te propose aujourd'hui de finir notre émission là-dessus. Et puis, on va essayer d'en refaire encore une assez rapidement pour continuer ce thème et de faire d'autres émissions sur d'autres thèmes qui vous intéressent. Pour parler de ta publication notamment aussi, hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi, Sergei.